mais c'est la drôlerie, c'est la fantaisie, c'est le fait de... En plus, bon, tiens, on va faire des voix comme ça. Tu vois, t'as l'impression d'être une radio, tu sais. Bonsoir, tu vois, Ouais. qui va, blam, tu te lâches. Michel Mella, c'est Henry Winkler alias Fonzie dans Happy Days, mais aussi Joe Pesci dans Casino, ou encore Paul Giamatti dans The Truman Show ou Sideways. Depuis 1997, dans les Looney Tunes, il fait Porky Pig ou Speedy Gonzales, chez Winnie l'ourson, Coco Lapin, et dans la bande de Bob l'éponge, il donne vie à Carlo Tentacule. Alors attention, vous risquez d'entendre quelques-uns des noms légendaires qu'il a croisés sur son chemin, tels que Piaf, Gabin, De Vos, Aznavour, Carmet, Donald Sutherland, parce que c'est aussi ça que d'être le fils d'un des compagnons de la chanson, institution française ayant œuvré pendant plus de 40 ans. On parle de perruche du Brésil, parce que, pourquoi pas, et on explore tous les chapeaux que porte Michel, par exemple celui de son travail d'adaptateur. Demande aux perruches qui viennent actuellement chez moi, là. T'as des perruches chez toi ? Ouais, salope, ouais. D'où elles viennent ? Des vols de perruches, c'est les fameuses perruches de la région les parisienne. Perruches qui sont... Qui viennent faire chier tout le monde. J'ai lu ce truc incroyable, c'est-à-dire je me dis mais d'où elle vient au bout d'un moment, je me suis dit mais il y en a partout. C'est un container d'Orly. Exactement, de Roissy. deux. Et en fait il y en a un dans les années 75 par là, 75-79, qui s'est cassé et donc il y a une volée de perruches. Ouais. Et il y en a un deuxième 20 ans plus tard, entre 95-97 par là, même chose. On les a. Et elles sont croisées, maintenant il y en a... C'est pas tant ça, moi. Je veux dire, actuellement, j'ai des pies, je leur tape pas dessus alors que c'est des saloperies, les pies. Ouais. J'ai moins de merle qu'avant, parce qu'il y a une perte aviaire énorme dans la région, parce qu'il y a des saloperies partout. La région, dans c'est le champ. la région parisienne. Pas d'insectes, machin, etc. Ouais. Plus d'hirondelles, quasiment plus. Ah ouais. Mais les perruches, elles font chier tout le monde. Ouais. Parce que les autres, ils se démerdent entre eux. Des fois, ils se tirent des bourres. Mais ils arrivent, j'ai une petite maison comme ça avec des graines, tu vois, un truc à graisse. Je les regarde avec ma grande fenêtre, c'est génial. Et les perruches, elles viennent, elles font chier tout le monde. Elles se tirent des bourres entre elles. Un jour, j'en ai eu une 12 dans les branches. Alors, je sors et je crie, je dis « Casse-toi, barre-toi, Josiane ». Tu mets un panneau interdit aux perruches et puis comme ça, elles comprendront, je pense. Alors, c'est des perruches du doublage, donc il faut une rythmo, en fait. C'est... Ok, il faudrait y penser. Et en plus, il vaut mieux l'écrire en brésilien, normalement, quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est des perruches du Brésil. Ah oui, enfin, je sais pas, elles viennent de... Ouais. Bon, en tout cas, elles sont bien colorées, c'est déjà ça. Ah, elles sont belles, hein. Ouais. Elles sont belles, le vol est beau, l'intérieur des plumes et tout, c'est superbe. Elles ont une marque ici, le bec rouge. Elles sont magnifiques. Ouais. C'est des belles connasses, quoi, comme dit madame la femme du président. Tu vois, des vrais. Culturellement, beaucoup d'entre nous ont cette addiction d'être occupés toujours, tout le temps. On dit souvent « Oh, j'ai pas le temps ». De sorte que certains thérapeutes donnent cette tâche de ne rien faire pendant une journée. Quel est ton avis sur ce monde qui n'a pas le temps ? Alors, moi, je peux regarder sécher de la peinture. Je me fous le cul dans mon canapé, à tel point que mon canapé est enfoncé tellement depuis quelques mois je suis dessus parce que je travaille pas beaucoup. Bon, et j'expliquerai le chapeau après. Et donc, je regarde la téloche, rose beef, pas la française, et je regarde séries, films, nouvelles, golf, Jeux Olympiques, sport, Trump, l'ex-prince Andrew. Tous les trucs de l'actualité, ouais. Va falloir que tu donnes des cours. Donc, alors. je suis à moi, alors, le rien foutre. Tu sais ça faire, te poser un cul, un Ricard ou un pastis. Ah non, il n'y a pas. Non. C'est au printemps, un peu, vers la fin de la journée. Mais, ou un rosé, ou un café. Non, c'est même de la Guinness sans alcool. Ah ouais. Non, je suis un comédien sobre. Ça existe, ça. Alcooliquement parlant, si vous voulez, je suis assez sage. Les bons vins. Ah ouais. Les bons vins. Donc tu sais, t'asseoir et savourer un bon vin, tranquillement, sans rien d'autre, sans additif. Ah non, le bon vin, c'est avec de la bouffe. Multimédia. Ah, ok. Le bon vin, c'est avec de la bouffe. Mais sinon, puis alors en plus, moi, il m'arrive quand même de me prendre pour un créatif. Donc, du fait de ça, et pas un coiffeur. Donc, du fait de ça, je prends ma gratte, ou mon piano. La gratte me fait mal aux doigts maintenant avec l'arthrose. Ah, ouais. Mon piano, parce qu'harmoniquement, c'est plus riche. Et je compose. C'est de la daube, mais il finit par sortir des trucs. Donc, pourquoi pas. Puis j'y mets des paroles parfois, des fois non. Le principal, c'est de faire, non ?
Ouais, je sais pas, dès que ma femme quitte la maison pour faire des courses ou un Tu te boulot, sens inspiré? je me fous. Non, c'est pas ça, c'est que ça l'emmerde moins. Ah oui, je comprends. Alors, j'ai un piano électrique avec casque, donc je peux toujours me réfugier vers celui-là. Mais le piano sec, comme on dit, Ouais. c'est quand même un peu bruyant, quoi. Donc, puis en plus, je joue pas, tu vois, c'est pas Elton John, hein, ça se saurait quand même. Et les voisins, c'est OK? Voisin, campagne. OK. Donc, Campagne, donc Pénardos, OK, donc à part les jusqu'à perruches, preuve du contraire. parce que pendant que les perruches chanteront, toi, tu joueras avec? Ouais, non, elle piaille. Ouais. C'est pas joli, hein. Non, c'est vrai que C'est c'est un pas, peu non. strident, ouais. Non, vraiment, je suis pas fan. Bon, OK. J'ai failli acheter un pistolet à plomb Ah merde, ah OK. ou un pistolet à boule de plastique. Mais après, tu balances des trucs, du plastique plein le jardin, Ah ouais. c'est dégueulasse, quoi. Ouais, c'est pas cool. Donc, il vaut mieux aller les engueuler. Ça marche? Ah OK, putain, t'as la technique. Jusqu'à un certain point, j'ouvre la porte, elles n'entendent pas et je sors et je fais « Et alors, tu fais... » Alors, il y en a des malines qui vont 2 arbres plus loin. Ah oui, Et donc, je continue à agiter mes petits bras et elles se barrent, là. Puis elles reviennent. oui, il va falloir t'acheter un épouvantail. Ça m'occupe, en fait, c'est peut-être un plan de retraite organisé par les perruches. Tu Bien vois, sûr. le pauvre vieux, il s'emmerde, Mais il bien- est là sur son Je suis sûr que canapé. c'est ça. Et puis en plus, ça me fait ma podométrie de la journée. Que demande de peuple. Tu vois, T'es j'ai 10 le 000 nombre de pas. combien Ouais, super. Bah, génial. On explique le chapeau ou pas? Le chapeau, les chapeaux. Parce que, sans vouloir me targuer, on va expliquer les chapeaux l'un après l'autre. Mais j'ai pas mal de chapeaux dans la profession artistique et dans le doublage aussi. Donc, vous allez en voir plusieurs. Il est bien celui-là. Celui-là, il est bon, il commence à. Ah non, mais alors ceux-là, quand je jouais au golf avant d'avoir un genou qui parte en torche, c'était vachement bien parce que c'est aéré. Tu vois, c'est Oui, bien. je vois, oui. Donc, tu es ombragé, tu vois ta balle, Mais t'as un peu d'air. voilà, Ok, et tu as de l'air. super ça. Tu es né à Paris dans une famille d'artistes. Pas du tout, je suis né à Londres. T'es né à Là où- London. Là où la famille royale dépote ses glaireux, comme disent les poètes. Mais à Londres, Mais j'ai le passeport anglais, le passeport canadien, le passeport français, j'ai les trois, et mon fils aussi, et ma fille aussi. t'es international, c'est incroyable. Ouais. Bon, écoute, il faudra Bah, corriger Wikipédia ta fiche. Non, j'y ai pas droit. Ils m'ont pas donné l'accès. Bah, n'importe qui a l'accès, si. Non, ils me reconnaissent plus parce qu'un jour j'ai mis des trucs et en fait Des bêtises. j'avais changé de mot de passe, j'étais plus chez le même fournisseur, j'avais plus la même adresse mail, donc tout d'un coup ils m'ont dit mais vous n'existez pas. Philippe Ross, le grand écrivain, Ouais. a eu le même problème. Ok. Donc Philippe Ross et moi, si tu veux, Vous n'existez plus. mon copain Phil et moi, voilà, Ok. il en est mort. Bon, bah Londres alors. Donc Londres, c'est pas mal Londres. Ouais, 10 jours après, j'étais sur le bateau. J'ai commencé à voyager à 10 jours et on m'a posé de la voiture à l'âge de 5 ans. La vache. Parce que j'ai été avec mes parents pendant 5 ans non-stop. Waouh. Ouais, sympa. Blackpool, le Canada, l'Amérique. Un petit globe-trotter. Ouais, ça fait 70 ans que je suis pas allé à New York. Un petit moment, ça a dû changer. Je le vois beaucoup à la télé et je suis au courant des Quelques changements. gratte-ciel qu'on poussait. Mais voilà. Mais j'avais la trouille. Les machins. Oui, je peux comprendre. Ça fait Ouais. mal au cou. Mais à part Ouais, ça, ouais. Non, c'est Rockefeller Center, c'est mon souvenir. t'as gardé ce goût pour le voyage vu que ça fait quelques. Au contraire. Ah, pas du tout. Au contraire, je revoyage depuis quelques années. Mon épouse était très, très, Sédentaire. très fan de voyage. Ah, c'est l'inverse. On a fait l'Égypte, on a fait Florence, on a fait Rome, on a fait les Pouilles, on a fait C'est bon, l'Espagne, à peu près toute l'Andalousie, on a fait des trucs Donc la chaleur quand même. formidables. Hein? La chaleur quand même. Ouais, en général, ouais. Mais la chaleur en janvier, février, mars, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, on a fait l'Alhambra, il n'y avait personne. Ouais, donc la Je douceur. parle pas de la salle de Paris, Oui, hein, oui. mais l'Alhambra de Grenade. Parce que j'ai connu l'Alhambra, moi. J'allais voir Aznavour à l'Alhambra Ah, wow. quand j'étais môme, Et avec Bobby Lapointe en première partie. Ok. Et un autre gars qui se faisait exploser. Putain, j'ai oublié son nom, il était génial. Le mec, il se faisait exploser dans des boîtes. Il se faisait Il a- exploser. Terminal, ouais. Oh, je retrouverai son nom tout à l'heure. C'était un fou furieux, russe d'origine. Ok. Il était complètement barré, il était en première partie d'Aznavour. Bon, en tout cas, l'Alhambra, moi, ça fait partie de mes. Enfin, Ouais. l'endroit en Espagne, Oh ça là fait là, partie d'un de mes objectifs, bien sûr. Alors ça et l'Égypte. Ouais. Mais toute l'Andalousie, hein, c'est magnifique. Moi, j'ai fait Séville. Donc, déjà, c'était Ouais, pas mal. Hein. c'est beau, c'est Ouais, c'est pas mal. superbe. Ouais, Ouais, donc ouais. du coup, bon, on verra ça. Ton papa était membre des Compagnons de la chanson, Ah oui. c'est ça. Et ta maman était comédienne. Tu me dis qu'elle était une grosse resta. Ouais, elle était connue au Québec. Au Québec. Ouais, elle était connue au Québec. Et en plus, elle a fait pendant 5-6 ans en France, elle a fait une série qui s'appelait
pour elle, qui était une série un peu comme Aujourd'hui Madame, où elle faisait les hôtels, les restaurants, les grands lieux de France. Ok. Donc elle était là parce qu'elle avait pas d'accent québécois. Elle pouvait très bien le prendre, moi aussi. Mais elle était la grande vedette parce qu'elle avait cette émission-là qui représentait la France, la sophistication. Ma femme, tiens, putain. Je dis ma mère à propos de ma femme des fois, donc ça va. Lapsus. Voilà. Bon, il faut que je m'allonge. C'était la Stéphane Bern elle, québécoise, en voilà. fait. Non. Voilà. Oh, pauvre maman. Non. Mais donc, et on a connu des gens comme Robert Guest, qui était le metteur en scène du Temps des copains, avec Rollet et toute la bande. On a connu Jacques Loiseau, qui a été le grand chef opérateur. C'était une époque assez marrante. Et elle faisait tous les hôtels, les grands restaurants, les monuments, les trucs et tout. Encore de la culture, vous êtes Oui. plongé, tu es plongé dans Et la elle culture. avait joué la comédie à Montréal avec un dénommé Christopher Plummer quand elle était jeune. Oh la vache. Parce que ma mère était une des rares de sa génération qui soit bilingue. Parce que les Québécois de sa génération n'apprenaient pas l'anglais, un peu par refus, par flemme. Et puis Montréal est séparé en deux. Par exemple, Léonard Cohen et Félix Leclerc n'étaient pas copains, ils habitaient la même ville. Ah ouais. Et tu te dis, mais c'est aberrant parce que vraiment l'un et l'autre auraient pu apporter. Pas du tout. On avait le monde français, le monde anglais avec McGill, Laval, l'université française. C'est complètement scindé. Beaucoup plus que la Belgique ou d'autres, tu vois. Il y a pas de il y avait pas, il y a peut-être maintenant, mais il y avait pas de porosité culturelle. On va parler de voix, la voix de Léonard Cohen, c'est quelque chose. Hein. Oh la vache. Ouais. Puis ce qu'il écrit. Ah bah, ma copine Emily Bindiger, qui était dans le premier spectacle dont je peux te parler parce qu'il était intéressant, c'était un bid génial au Châtelet, écrit par Jean-Jacques Debout. Il y avait 40 personnes au Châtelet tous les soirs. Okay. Et ma copine Emily Bindiger, elle a été choriste de Cohen. Léonard Cohen pendant 2-3 ans. Une tournée vers 74 à 77. Et une chanteuse extraordinaire, une nana adorable. Et lui, il est comment alors? Qu'est-ce que tu as dit de lui? Elle l'adorait, elle, parce que c'est un homme fascinant, intelligent, très délicat avec les femmes, très compliqué. Ça la gêne pas, elle est juive, alors je veux dire, tu vois, ils s'entendaient comme larrons en foire. Il y a même un soir où tout le monde avait fumé des pétards, elle est la seule qui démarre la chanson, alors que tous les autres, lui compris, sont restés en carafe. C'est une fille absolument exceptionnelle. Eh ben écoute. Les Compagnons de la chanson, pour Ouais. commencer, tu nous rappelles ce que c'était Les que les Compagnons de la chanson, c'est ce groupe qui a chanté notamment Les Trois Cloches avec Édith Piaf, qui a été découvert par Seignet, le grand-père des dames Mathilde Seignet, oui. amené de Lyon au Théâtre Français pour une soirée spéciale. Et là, il voit Paul Claudel, Jean-Louis Barrault et Piaf qui leur dit « Je travaillerai avec vous ». 2 ans après, fin de guerre, elle est quand même allée en tôle parce qu'on a dit qu'elle avait collaboré, ce qui n'était pas vrai, mais elle a été foutue en tôle comme beaucoup de gens à l'époque. Elle est sortie et elle a dit « Bon, les gars, on va bosser ensemble ». Alors, ils ont bossé ensemble. Elle a eu une liaison avec Jean-Louis Jaubert qui disait le jour où elle a quitté Montand pour moi, Montand m'a cherché partout dans Paris pour me casser la gueule. Le jour où elle m'a quitté pour Cerdan, j'ai pas bougé. L'oiseau, c'était très drôle, Jean-Louis. Et il a aussi ouvert à la milice et il leur a dit qu'il était parti, donc les mecs sont repartis. Parce que sinon, ils partaient directement au camp. Donc, elle a fait quelques tournées avec eux. Elle leur a dit, je vous amènerai aux États-Unis. Et ils ont dit, c'est ça, les États-Unis. Ouais. Papa, là, vous voyez, non, ne rêvez pas. Et elle a dit, je vous mettrai une paire de claques sur le quai de la gare, ce qu'elle a fait. Ça a été photographié et filmé. Et elle les a amenés aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, mon père a rencontré un gars qui s'appelait Aznavourian, un petit gars qui avait un gros nez à l'époque, une voix toute cassée. Et comme ils étaient tous les deux fils d'immigrés, machin et tout, ils ont été les meilleurs amis du monde jusqu'au bout, jusqu'à la fin de Charles, parce qu'on était tous à l'enterrement le lendemain de la mort de ma mère, merci les mecs. Mais c'était assez... on était très, très liés. Il était le parrain de ma sœur, puis c'est un type exceptionnel. Donc, il y avait cette bande-là, Roche Aznavour, les Compagnons, Piaf, qui faisaient des tournées. Et un jour, à Yverdon, en Suisse, ils ont été obligés de rembourser parce qu'il y avait moins de gens dans la salle qu'ils n'étaient sur scène. Tu vois, 9 compagnons, tu vois. Le plateau, en plus, t'aurais payé cher quelques années plus tard. Tu vois, Piaf, Francis Blanche, Roche et Aznavour et les Compagnons. Eh ouais, mais bon, tu vois, un bled au fin fond de la Suisse profonde, pas non plus. Ah ouais.
Donc non, ils ont fait une carrière exceptionnelle. Mon père chantait 250 jours par an, alors que il avait à lui à chanter tout ce qu'il y avait à chanter, puisqu'il était le soliste. Les mecs faisaient du 800 bornes dans la nuit en bagnole, soit pour rentrer à la maison, soit pour aller à l'étape d'après. J'ai écrit plusieurs chansons pour eux d'ailleurs. J'ai créé 2 chansons et j'en ai adapté 2. Wow. À quel âge? Alors, j'ai commencé à 22 ans à écrire pour eux. Ok. J'ai écrit l'adaptation d'une chanson de Neil Diamond qui s'appelle Morningside, qui s'appelle Avant l'aube. Ensuite, on a écrit la chanson sur Piaf qui s'appelle La Grande Dame, dont on est très fiers. Mon pote Pascal Dufart qui était dans Superstar avec moi, avec un dénommé Daniel Beretta et un dénommé Georges Caudron. Et Daniel a fait une chose extraordinaire. Un jour, il y a un mec qui était Amadeo, je le dis son nom, qui était un sale petit bonhomme que j'avais connu chez Fugain et qui était un mec pas intéressant. Et un jour, il gueule parce qu'il me voit fumer et il savait parce qu'on s'entendait pas déjà chez Fugain. Et il dit fuck you people, ce qui n'est pas très charmant, on reconnaît. Non. À la troupe entière, mais en me regardant. Et Daniel vient le voir très calmement et fait la prochaine fois que tu parles à un mec de la troupe comme ça, je te pète la gueule. Et le mec fait But you are Jesus. Eh ben justement. C'était un mec très très Daniel, il était et mon Caudron d'amour, on l'aimait beaucoup. Oui, parce que Daniel a fait Jésus. Ouais. Sur scène, c'était quoi, une comédie musicale? C'était le spectacle Jésus-Christ Superstar de Lloyd Webber, le gars qui a écrit Evita, Le Fantôme de l'Opéra, etc. Et Tim Rice qui a été notamment le parolier du Roi Lion. Wow. Que j'ai connu, j'ai connu. Lloyd Webber, il se mélangeait pas avec nous. Tim Rice, il était sympa. Lloyd Webber, il est... C'est des noms comme ça, tu me fais du name dropping. Je fais du name dropping parce que quand on a mon âge et qu'on a un petit peu tourné, on a rencontré des gens. En plus, évidemment, moi, avec mon père hyper connu, moi, j'ai fait des soirées à Étonner les Princes. Il y a eu une émission France 3 où j'ai parlé parce que, par exemple, on a fait des dîners où il y avait Félix Leclerc, Brassens, DeVos, Maurice Biraud, Garvarens, Aznavour, Ventura et mes parents et toutes les dames et les épouses et tout ça. Et nous, c'était normal. C'est comme les gens qui dînent avec toute la bande de Lemoine, tu vois. C'est des gens qui ont grandi ensemble. C'était comment l'ambiance? Qu'est-ce que tu te rappelles? D'abord, il y a des gens qui se pensaient qui doivent encore avoir des costards qui leur restent dans leur collection. C'était épouvantable. Ah ouais. Et surtout, qu'est-ce qu'on rigolait. Et le pire de tous, le pire de tous, c'est, je l'ai cité d'ailleurs l'autre fois, c'est Raymond DeVos qui testait ses sketchs sur nous à table. Oh là là. Tu sais, quand tu amènes la conversation comme ça, discrètement, ça dérive, et tout d'un coup, il prend le crachoir et il fait « Alors, vous comprenez, un mec qui défile tout seul ». Et le sketch a existé. Mais nous, il nous l'a fait à table. Je peux te dire qu'on mangeait froid. Parce que, t'imagines, tu vois. Et on se pissait dessus. Quoi. C'est marrant, j'ai revu une de ses interviews à 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Il y a 2 jours. Et je me disais, ce gars, mais comme j'aurais adoré l'avoir à ta place. Mon Dieu. Là, d'abord, en plus, tous ces mecs-là étaient hyper gentils. D'une grande gentillesse, d'une grande indulgence envers les branleurs dans mon genre, dont moi, amusant, instructif, des conseils de bon ton, à commencer par ferme ta gueule. Mais Georges Garvarens disait à propos de mes parents et moi, si on veut parler à un dîner avec eux, il faut attendre que les 3 respirent en même temps. Ça te dit tout de suite l'ambiance. C'était magique. C'est vraiment ça, les fameuses soirées à Étonner les Princes, comme dit la chanson de Delanoë, j'ai connu ça, moi. C'est vraiment... Ce qui me chagrine, c'est un bien grand mot. Allez, vas-y, je vais partir là-dessus. Assume. Allez, j'assume. De ces grandes personnes dont tu me parles, c'est qu'avant, on admirait les gens parce qu'ils étaient exceptionnels. Aujourd'hui, avec les réseaux, on veut normaliser la célébrité. C'est-à-dire que tout le monde veut être célèbre. Donc si tout le monde est célèbre, personne ne l'est vraiment, tu vois. Non, je sais. Mais c'est ce que disait Starmania. Et moi, j'étais pas d'accord à l'époque avec... parce que j'étais dans Starmania, le premier. Ok. Et j'étais pas d'accord avec Plamondon, qui est un copain que je connaissais d'avant. Je disais, mais non, tu délires et tout. Et en fait, c'est lui qui avait raison. Il disait ça exactement?
Il disait exactement Starmania, Starmania. Tout le monde veut Tout être le monde veut connu. être star. Starmania. Ouais, c'est ça. Et il avait compris presque les réseaux sociaux, il avait compris c'est très très intelligent le propos de Starmania. Non content d'avoir une musique absolument superbe et des textes. Luc, c'est un parolier. Ça, En plus, ça- il aimait bien ce que j'écrivais, donc j'étais cool. content. Ça tourne encore, hein, je crois, Oui, Starmania. ça vient de tourner là. Ah ouais, ça vient de ressortir. Ouais. Alors, en revanche, ils vont me faire la gueule, si jamais ils sont dans le doublage et dans le chant, etc. Les Qui donc? interprétations sont moins intéressantes. C'est pas les voix sont très très belles. Ouais. Mais c'est une chanson, ça raconte un truc. C'est moins nourri, c'est ça que tu veux dire? C'est moins nourri du sens. Mon pote Chico ou d'autres, ou Diane, elle sait ce qu'elle raconte à Diane un point, Tell ça fait peur. Non, Diane Dufresne. Ah, Diane Tell a fait une autre, elle a jamais fait Starmania. d'accord. Mais Diane Dufresne a créé Starmania, le rôle de Stella Spotlight, et la manière dont elle le jouait, dont ça partait, chez elle tout part de l'intérieur. Faut pas fumer à côté parce que Ouais. il y a des vapeurs autour, tu vois. C'est un être absolument absolu. C'est une fille. C'est une rareté. C'est une rareté. C'est ça pour toi un beau chant, toi qui chantes et qui joues, faut que ce soit nourri de l'intérieur, faut que tu amènes de ta personne? Mon père, qui était très très sur la justesse, le chant, machin, Ouais. etc. Il disait ah oui mais non mais à propos de Félix Leclerc, Félix il gratte sa guitare là, on dirait tu vois. Et ma mère disait très très justement oui mais regarde le sentiment qui sort de tout ça. Et t'as des gens, Gainsbourg, le Gainsbourg de toute période, c'est toujours l'intelligence qui est passée devant. Parce que Gainsbourg n'était pas un chanteur exceptionnel, C'est vrai. mais en revanche, ce qu'il disait de l'intérieur, l'exemple type, le mec où tu te dis je ne foutrai plus jamais les pieds dans ce métier, c'est Jacques Brel. Tu vois Jacques Brel, moi je l'ai vu dans L'Homme de la Manche, mais j'ai jamais vu sur scène, mais j'ai revu depuis énormément de choses en direct de Brel et tu dis on peut pas ne pas, c'est exceptionnel. Ouais. Ça part de tellement loin. Il gerbait tous les soirs avant de monter sur scène, tellement il avait le trac. C'est pour ça qu'il a arrêté aussi. Il se rendait malade. La vache. Quel impact ta famille a-t-elle eu sur ton choix de carrière? Tout. J'ai pas pensé à autre chose. Puis je suis un gros flemmard aussi. J'ai pensé que c'était facile. C'est peut-être pour ça aussi, parce que comme je suis un gros flemmard, que je n'ai pas non plus fait une réussite exceptionnelle. Pourquoi on pense que c'est facile? Est-ce que ça l'est? Alors, moi, j'ai un très très mauvais exemple. Bon, tiens, je vais changer de chapeau. Allez, c'est l'heure. Je sais pas comme ça. Ça veut pas dire après, j'expliquerai pourquoi les chapeaux. Allez, avec plaisir. Il est bien celui-là. Il est génial. Tu pars à l'aventure, là. Je m'en suis servi pour les 30 ans de ma fille parce qu'on a fait une fête anglaise, donc je me suis mis en Livingstone. J'ai fait les favoris. C'est quoi, c'est le safari anglais, ça, non? Ouais. C'est Dr. Livingstone, I presume. Voilà, c'est de ça. Tu me dis l'impact. Alors, en fait, c'est très, très malhonnête de la part de mes parents parce que ça ne paraissait pas difficile quand ils le faisaient. Mon père ne répétait jamais à la maison. Il n'y avait pas besoin. Mon père ne répétait que les répétitions de chansons qu'ils avaient à faire et les raccords de son. Il faisait même pas de vocalise. Et badaboum, il arrivait sur scène et il chantait. Blam! Avec une voix fracassée. Il a jamais loupé un spectacle. Ni lui, ni son pote. Ils sont allés voir un prof de chant un jour qui leur a dit chantez. Ils sont durs. On va prendre des cours de chant. Ouais. S'ils chantaient tous depuis l'enfance dans leur famille. Ça s'est passé comment? Le mec a fait, ça n'a pas besoin de cours. Ah ouais. Je vais vous montrer. L'air, il vient de là, il passe là, il sort par là, il fait ça. Ils avaient le dessin, Charles l'a gardé. Tu vois? Et donc, ma mère, c'est pareil, elle se foutait devant la caméra pour faire ces trucs, ou du doublage en anglais, parce que je suis venu dans le doublage, par le doublage en anglais de ma mère. Ah. Avec ses copines, Jacqueline Porel, Jean Fontaine, Mike Marshall arrivant tout petit, Pat Florsheim, Jimmy Schumann, tous ces gens-là, moi, je les ai connus arrivant à Paris. Et donc, je voyais ça, je disais, c'est oui. Puis bon, j'avais un peu le sens de ça.
Puis j'ai baigné dedans toute ma vie, quoi. C'est quelque chose que tu as hérité, tu crois? Je suis pas sous-doué. Je suis pas sous-doué, mais c'est pas pour ça. Je suis pas non plus. Ça se transmet le talent, tu penses? Il y a une génétique du comportement quand même. Hein. Moi, j'ai les mêmes impatiences que mon père. J'ai les mêmes, parfois les mêmes remarques cyniques que ma mère. Donc oui, la génétique existe. On peut pas le nier. Je veux dire, regarde, le plus marquant, c'est le petit-fils de Chaplin, Qu'est-ce qu'il a, le Jean-Baptiste Thierret. Qu'est-ce qu'il a? James Thierret, pardon. Jean-Baptiste, c'est son père. C'est son Copier-coller. grand-père. C'est Chaplin. Il Ah. a la même mèche blanche là, et il fait des trucs physiques. Il fait du patin à roulettes en reculant, en jouant du violon sur scène. Il faut que tu le vois, c'est extraordinaire. Ouais. Et là, tu te dis, ah ben non, il y a quand même une génétique. Et Victoria elle-même, avec Jean-Baptiste, je l'ai connue par mes parents, Victoria, elle, faisait fil de ferriste à 61 ans. C'est quoi, fil de ferriste? Mais... Faut rester en équilibre? Oui, bah c'est funambule. Ah, Funambule, fil de ferriste, pas corde, fil de ferriste. Et elle se mettait dans une boîte comme ça, à 60 ans. Elle est encore là, hein. Ils bossent encore, je crois, tous les deux. Ils ont un cirque absolument elle est encore extraordinaire. dans sa boîte. Plein de canards. Hein. Faudra lui ouvrir. Donc, tu vois, oui, il y a certainement un truc. Regarde, on a beaucoup dans le doublage et dans la comédie Des fils et filles d'enfants ouais. et qui sont pas des nuls, qui sont vraiment intéressants. Ils sont vraiment formidables. Le fils d'Edgar, et Anne, quand même deux personnes de talent et lui aussi. Lucille l'aînée, elle est directrice, elle est assistante metteur en scène, cinéma. La petite Timmerman, tu vois, la fille de Barbara Tissier, elle est capable quand même de jouer un rôle et de mettre un séquenceur de piano en même temps, tu vois. Tu fais bon, d'accord, là, ça va, c'est bon. Il y a aussi un truc, un truc comme, mais tu sais, bon, l'histoire ça paraît toujours bizarre, les gens pensent ceci, cela, mais docteur, cordonnier, boulanger, t'as vécu dans un milieu, bah tu sais comment la farine est foutue, tu sais comment c'est fait, voilà. Des appétences. C'est pas anormal. C'est pas obligé, mais c'est pas anormal. T'as plusieurs cordes à ton arc, comédien, chanteur, adaptateur. C'est pour ça que j'ai mis tu vois. Plusieurs chapeaux à ta tête, directeur artistique aussi. Ouais, on a ça. Mais celui-là maintenant. Attention, On va changer. Hop là. Ça, monsieur, le béret. C'est version française, monsieur. Il manque le saucisson sec et puis le verre de rouge. Quelle facette de ton travail t'apporte le plus de joie personnelle? Jouer, le jeu. Jouer, chanter. Chanter. Chanter et jouer. J'ai fait des comédies musicales. Bon, moi, j'ai fait Godspell, j'ai fait Jésus-Christ Superstar, j'ai fait ce W à la noix, j'ai fait... Tu fais une hiérarchie de plaisir dans le... entre jouer à la barre, jouer sur une scène. Se jouer sur une scène. Jouer à la barre, c'est formidable. Pourquoi la scène? Parce que tu te mets un peu en danger quand même. Les gens qui rêvent, je suis pas le seul, mais je t'ai interrompu, pardon. C'est une grande spécialité personnelle. Avec plaisir. Le nombre de gens qui, comme moi, te disent voilà, j'ai rêvé que j'étais à poil, que le spectacle commençait, que je savais pas mon texte, c'est parce qu'on a un rapport à la peur. Et donc, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque même au cinéma. Parce que si tu as une scène avec 200 personnes et que toi, tu fais les allemands, et le mec fait on remet tout le monde en place. Et là, tu vois, toi, ta cote, elle a un peu baissé quand même. Tu vois. Ouais. Et c'est donc franchement, le jeu, c'est le truc le très très exaltant. La création aussi, l'invention à partir de rien. Quand j'écris des chansons, c'est un truc extrêmement excitant. C'est où je vais. Généralement, les 3 premiers vers, nos problèmes. Et vas-y derrière. Pour que ça tienne un peu, quoi. Ouais. Que ce soit consistant, cohérent. Quand j'étais gamin, il y avait une série à la télé qui s'appelait Happy Days. Dedans, le gars qui incarnait la coolitude s'appelait Fonzie. Ouais. Fonzie, c'est l'acteur Henry Winkler. Ouais, un homme charmant. Tu peux me parler du personnage, de tes souvenirs de la série? Alors, mes souvenirs de la série, c'est... on faisait ça. D'abord, Bernard Murat en a fait
Bernard Murat en a fait 30. Ok. Avec les frères Jolivet et Arlette Thomas et Jacques Marin et toute une équipe. Et puis tout d'un coup, en 86, Jacques Barclay dit voilà, j'ai besoin j'avais bossé pour lui sur un truc, il faudra être libre 3 jours par semaine, parce qu'on faisait 2 épisodes par jour de Happy Days, bim, matin, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi, jeudi, vendredi, samedi. Et donc on en a fait, je crois, 250, un truc comme ça, tu vois. Et c'était donc une joyeuse équipe d'imbéciles, des gamins. Arlette, elle était l'institutrice avec une classe de jardin d'enfants, tu vois. Il y avait quand même, entre autres, William Corrine, on était déjà amis avant, là, ça a été, bon, voilà. Et Françoise Dasque, qui était absolument géniale, la fille qui faisait Joanie. Et on a fait ça sur des très très bons textes. Une fois, on s'est engueulé avec Barclay parce que le mec avait fait Joyeux anniversaire, Happy Birthday sur une histoire de muet. On l'a refait, nous. On l'a remis en place et ça tenait la route. Mais c'est là que je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être écrire des doublages. Et on s'est vraiment marré, quoi. Et Arlette en même temps, elle nous lâchait, puis elle nous reprenait, et elle a fait un truc assez formidable, parce que moi, évidemment, bilingue et prétentieux, je disais, mais c'est pas ce qu'il dit. il dit pas ça, Ouais, et tout. on la connaît, là, il sait pas et ce qu'il puis dit. c'est plus court, ou c'est plus long. Elle me dit, la situation, le sentiment. Et je dis, merde, c'est vrai. Et moi, évidemment, je n'avais pas une grande qualité d'écoute parce que j'étais d'abord, je suis un peu zinzin. Et ensuite, je venais pas d'une formation de comédien. Je suis un chanteur de charme recyclé, moi, tu vois. Et première partie de Brassens à Bobino, quand même. Hein. Oh, Ah ouais, mais rentré sur le ventre, sorti sur le ventre. No problème. Et elle a été angélique et très ferme en même temps. Parce qu'elle était d'une rare générosité, parce qu'elle avait été une grande dame de théâtre, de troupe et tout ça, elle savait très bien. Elle avait des mots, mais elle avait 2 fils qui n'étaient pas les derniers non plus à déconner, tu vois, sauf qu'ils étaient très très cadrés dans ce qu'ils faisaient. Et ça a été plusieurs mois de joie, de volubilité, d'amusement, de déjeuner. En plus, Arlette, qui était très, très déconneuse. Un jour, on va au resto dans le 16e, tu vois, on était vers la Tour, la rue de la Tour et tout ça. Brasserie un peu coinceman. Arlette, elle était en dadame ce jour-là. Elle avait vraiment un loden, un petit chapeau avec une plume, tu vois. Elle avait l'air complètement du 16e. Madame de Fontenay. Voilà. Et tout d'un coup, elle fait, alors j'ai pas eu mon petit pichet, où il est mon petit pichet? Et nous, on a joué le jeu, c'était épouvantable, quoi. C'était la première à déconner, elle était extraordinaire. Ah, c'était des grands moments. Ouais, ça a été absolument génial. Et il est génial, lui, parce que je l'ai rencontré à Nice. Alors voilà, j'ai été son traducteur à Nice. T'as été son traducteur à Nice. Ouais, sur une série montée un peu par un escroc, mais qui a été à l'origine du série d'Aix, et qui a été le série de Fontainebleau, et qui a été piqué par la nana de Série Mania ici à Paris, parce que c'est un vol total, ce qu'elle a fait. Elle a volé En plus, c'est ma filleule et la fille de ma cousine qui organisait, donc... Mais donc je l'ai rencontré, je traduisais pour lui, et je l'ai connu et j'ai pris des pots avec lui et tout ça. C'est un type absolument étincelant, brillant, charmant. Il a l'air simple et sympa. Il est cool de chez cool, il est vraiment cool. C'est lui qui a trouvé ça, parce qu'il y avait ça ou ça, et lui il a trouvé ça. Tu vois. Et il a fait un truc à un moment, la soirée dernière, il a commencé à danser, puis il s'est arrêté. Il fait non, je suis cool, mais pas trop non plus. C'est un seigneur, c'est vraiment un type formidable. Et en plus, il était dyslexique étant môme. Il a été décoré par la reine d'Angleterre parce qu'il a fait des bouquins formidables sur un môme qui s'appelle Max, et ça aide beaucoup les mômes qui ont des problèmes de dyslexie. Il est très militant de ça. Ok. Ah ouais. Henry Winkler, ouais. Tu fais Porky Pig et Speedy Gonzales dans les Looney Tunes, ainsi que Coco Lapin dans Winnie l'ourson. On va mettre un chapeau de dessin. Un chapeau de dessin animé, je sais pas à quoi ça ressemblait, mais attention. Est-ce que j'ai mis celui-là déjà? Non, bah vas-y. Ah voilà, alors celui-là, c'est une relique parce que c'était un truc Je crains que ce soit le pompon. Un truc de mon père, ouais, c'est le pompon. Ouais. Comment décrirais-tu la façon de travailler sur un dessin animé?
c'est la plus grande récréation de la Terre du monde entier. Et en plus, t'es avec d'autres imbéciles. Donc, Avec ou t'imagines, sans surhugue. tu vois. Ouais. Ah, t'es avec Surug, t'étais avec Villemin, Ah oui. tu vois, Guillemin, qui était absolument génial, Mm. Patrick, et qui a été remplacé par Garigeau, qui est complètement barré, et qui, lui, nous trouve des expressions actuelles. Ben, bien Tu sûr. vois, il est tellement fou dans sa tête. Et donc, il y a une espèce d'encouragement comme ça. Alors, il y a un problème, c'est que Surug et moi, on était souvent un peu comme quand j'ai Vigné, tu vois, il peut jouer derrière moi parce qu'il n'y a pas de problème de taille. Donc, les grands, que ce soit Préjean, le zinzin, Guillemin et puis je sais plus qui étaient derrière, mais notamment Guillemin et Préjean, ils avaient des rôles qui crachaient. Fallait venir Donc, avec son Surug et parapluie. moi, on était gominés à chaque séance, tu vois. On ressortait, c'est toujours, on aurait dû apporter des Les chapeaux d'ailleurs. mais Bah, ouais, on l'a évidemment, pas la fait. technique du chapeau. Mais non, c'est le dessin animé, c'est vraiment, je veux dire que ce soit, j'ai fait pas mal de Disney aussi, à l'époque où on était encore considéré comme comédien et non pas comme second sujet pour les voice talent. Il y en a des très bien. Il y en a d'autres, mais il y en a des très bien. Et à l'époque, on se lâchait. Nous, on a fait des bêtises. Enfin, des bêtises. William Corrin encore. On était sur un truc avec Nathalie Rimbaud. Oui. Et à un moment, on faisait des hippopotames en hippo, pas. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a Edgar qui n'en loupe pas une, qui à un moment a fait, il y avait un personnage qui s'appelait Balou. Alors il a fait, oh mon Balou, tu vois. Alors, maintenant, ils sont un peu plus sévères chez Disney, ils rigolent moins. Ouais. Ils rigolent moins. Alors c'est drôle toujours parce que c'est drôle à l'origine Ouais. et qui nous laisse le droit d'être drôle, mais on allait juste un peu au bord, si tu veux, nous. Ouais, c'est peut-être un peu trop cadré maintenant, non? Non, je peux pas dire. Je pense que c'est un peu cadré. Je pense que là-bas aussi, de toute façon, ils ont une souffrance de scénarii. La preuve en est, c'est qu'ils ont fait tous les dessins animés en viande. C'est quand même à se taper le cul par terre. C'est quoi ça, les dessins animés en Bah, les viande? dessins animés, parce que ça, c'est une expression de Curtil. Quand tu fais des personnages de fiction vivants, Ouais. tu fais de la viande. En viande, d'accord, ça y est. Et puis quand tu fais du dessin En animé, tu live fais du action. feutre. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais du feutre. Tu vois, c'est D'accord. code. C'est Je l'aurais. Curtil qui a trouvé ça. Eh ben, Merci d'accord, Emmanuel. je m'en vais. Et Merci, Emmanuel. donc, ouais, ça a un peu changé, mais encore maintenant, quand t'en fais ça. Tu vois, moi, j'en fais d'autres d'une autre époque et d'une autre maison, et on y va un peu quand même. Hein, C'est bien, je veux dire. j'espère. Qu'il y a Ouais, encore un ouais. peu de... Mais j'ai un directeur artistique qui me fout la paix aussi, qui aime bien ce que je fais. On peut le nommer? Bedetti, Michel Bedetti, c'est sur les Bob l'éponge, Ah oui. que je n'arrivais jamais à dire en anglais SpongeBob SquarePants. Je disais toujours SquarePants, Bob, Sponge ou machin. Ouais. Mes mômes m'ont roulé dans la farine pendant 2 ans comme ça là-dessus. Il a fallu que je le bosse un soir pour le mémoriser. Maintenant, j'y arrive à peu près. Comme De Vos, t'as répété à table. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le dessin animé? La liberté, la folie, Ouais, la liberté, la folie. La drôlerie. Enfin non, il m'est arrivé de faire des dessins animés sérieux aussi. Mais c'est la drôlerie, c'est la fantaisie, c'est le fait de... En plus, bon, tiens, on va faire des voix comme ça. Tu vois, t'as l'impression d'être une radio, tu sais. Bonsoir. Tu vois, Ouais. tu vas, blam, tu te lâches. Tu te lâches, c'est vachement agréable. On se dit, le dessin animé, surtout sur les Looney, grosso modo, il n'y a pas de limite en fait. C'est allez-y, lâchez-vous. Est-ce que tu confirmes ou tu dirais Ouais, non. non, si, on se tient parce qu'on essaye quand même de rester, on essaye de rester quand même dans le droit fil de ce qu'ont fait les gars aussi. Hein. Il y a une petite rigueur quand même quelque part. Bah, il y a ce qu'ils ont fait. Attends, faut pas oublier que au doublage, on est des, tiens, je change, voilà. Allez, changeons. Au doublage, on est des suceurs de roues. Des suceurs de roues. C'est les suceurs de roues, c'est les mecs du peloton au Tour de France. Ceux qui suivent, d'accord. Alors, le Tour de France, je vous explique, mon bon monsieur. C'est pour ça que je mets la casquette d'Audiard, parce D'accord, qu'il bien était sûr. cycliste. Ok. Le suceur de roues. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit très gentiment, ah putain, Casino, Pecci, bien. Bah, Casino, Pecci, il y a d'abord un mec qui s'appelle Pecci qui l'a fait. Ouais. Tu vois, je suis pas à son niveau, hein. Je suis pas mauvais, mais je suis pas à son niveau. Donc à partir de ce moment-là, j'ai déjà un gars qui a fait le travail. Moi, j'arrive, je veux dire, c'est pas du réchauffé, mais c'est
c'est ma recette avec mes petites cerises à moi sur le gâteau, tu vois. Tu suis l'échappée, quoi. Quand même. Ouais. D'abord, tu peux pas ne pas. Tu peux pas faire le contresens. Je sais que Jacques Thébault a eu un mec un jour comme ça sur Rawhide, tu sais, la série western, tu vois. Oui. Et le mec lui a dit, je le vois pas du tout comme ça, ce personnage. Et avec Jacques, c'est parti en cacahuète très très vite. Ah ouais. Ah bah ouais. Tiens, allons-y. Tu parles de Pesci, Ouais, Casino. je l'ai pas toujours fait, hein. Je sais, mais sur Casino en particulier, monument de film, monument de comédien. Comment t'as géré ça? J'ai géré ça, j'avais un pied fracassé parce que j'ai eu ce qu'on appelle un accident de chasse. J'ai traversé mes chiottes en essayant de changer une ampoule. Le syndrome Claude François, mais aux chiottes, si tu veux, tu vois. Et j'ai survécu. Oui, heureusement quand même. Mais j'avais le pied dans une pompe de golf en plastique coupée avec une canne, tu vois. Et j'ai fait un autre film entre-temps parce qu'on l'a fait sur 2 semaines qui ont été séparées d'une semaine. Donc j'ai fait un autre film avec Michel Derain, Ok. où je doublais Tourtereau d'ailleurs. Ah. Et on a fait ça lentement. C'est la clé du... Jean-Pierre Dora était très appliqué. Ouais. On pouvait pas changer le texte. Ça m'a D'accord. pas gêné parce qu'il était bien. Ok. Sinon, je fais chier. Ouais. Mais on pouvait pas changer le texte et on pouvait mettre une demi-heure sur une scène. Si jamais. C'est la clé de la qualité, le temps? Oh, je pense aussi, ouais, mais je pense qu'au cinéma, je pense qu'à la répétition de théâtre, je pense qu'à l'opéra, je pense qu'au ballet, tu vois. Même si au ballet, je disais ça à un ami l'autre jour, je hais les danseurs parce que tous mes camarades danseurs dans les comédies musicales, le chorégraphe dit le bras est là, il est pas là. Et le gars, pendant 250 représentations, il sera exactement là. Au temps parfait, tu vois, et tu les détestes. Ils ont un contrôle de ce qu'ils font physiquement. Et là, il y a une force mentale, hein. Et beaucoup de très bons comédiennes sont d'anciens danseurs. Nathalie Baye chez nous, la très jolie Jessica, la belle rousse de Zero Dark 30, Jessica Chastain, est une ancienne danseuse. Mais beaucoup. Ils ont eu cette formation de la danse. Goldie Hawn, sa fille, évidemment Liza. Chez nous, on a Géraldine Asselin. Oui, c'est vrai qu'elle vient de la danse, cette bien créature. Sûr, bien sûr. Elle est belle. Je crois que Elle est belle dedans et dehors, elle est balèze pour ça. Blanche, je crois qu'elle a fait de la danse, non? Oui, c'est possible. Je crois. Hein. Non, mais il y a Juliette Degène. Il y en a beaucoup. Était, Juliette, ouais. était ballerine. Et tu vois une rigueur dans le travail. Tu vois une rigueur dans le travail de comédienne parce que pour elle, c'est presque quasiment facile. C'est un peu comme les orientaux vis-à-vis du violon. Ils ont des quarts de ton. Alors tu parles que le demi-ton, ça leur fait pas peur du tout, tu vois. Et ils sont très très équipés, les danseurs, pour le travail artistique, autre que la simple danse. Pour revenir à Casino, tu m'as dit que le mec, il envoyait quand même, hein, Joe Pesci. Ouais. Comment tu t'accroches à une machine de guerre comme ça? Moi, c'est de l'énergie, c'est sympa. Il y a son énergie déjà. T'es insufflé d'énergie. Puis j'avais Jacques à côté de moi. Parce qu'on n'était pas séparés. Jacques France. On faisait les scènes ensemble avec Jacques. Et Jacques, il te rend meilleur. Ou en tout cas, il te fera sentir discrètement que... T'es pas à la hauteur? Non, cette intonation... Non, peut-être pas ça. Puis attends, j'avais un très bon directeur artistique aussi, parce que Jean-Pierre Dora, c'était un très très bon. On s'est fâché à cause de la grève, c'est dommage. Et j'ai retravaillé depuis avec lui d'ailleurs. J'ai fait Paul Giamatti sur Sideways, des trucs comme ça avec lui. On en parlera après. Parce qu'il me l'a fait faire. J'étais le premier à faire Giamatti en France. Puis après, je fais pas grave. Mais c'était. C'était un rôle complexe quand même. Non, il n'est pas si complexe que ça. Je pense que celui de Jacques était plus complexe parce que c'est un mec qui avait une histoire d'amour tordue. Le mien, c'est un mec qui va dire à un banquier, il y a une scène extraordinaire, il dit, écoutez, je vais venir dans votre bureau, je vais prendre une hache, je vais vous fendre la tronche en deux. Si vous survivez, quand je sortirai de tôle, je reviendrai et je vous refendrai la gueule en deux. Tu vois, donc il était très très linéaire en fait. C'était une violence pure. C'était de la violence à l'état pur. Il n'y avait pas d'intelligence,
Il y avait quelques petits calculs un peu malins avec sa femme, avec les bijoux, les cheveux, etc. Mais sinon, il était très, très con. Il était très, très con. Et il l'a joué comme un con violent, comme un type... il y en a beaucoup, je pense, dans ces professions-là, de mecs qui n'a aucun scrupule à faire quoi que ce soit, à terminer un mec avec un tour de charpentier et les yeux qui sortent comme ça. L'enfer. Tu vois, et lui, ça lui fait... Il y a qu'une scène qui est absolument charmante dans le film, c'est qu'à un moment, il y a un mec qui s'est endetté, c'est un pote à eux. Et il dit, mais putain, t'as une femme et 2 enfants, je veux plus te voir au casino. Ouais. Et c'est très touchant, cette scène. Il y a une musique de Santana dessus. Parce qu'ils répétaient sur de la musique, les mecs, avec Scorsese. Wow. Donc, je suis la voix, Scorsese. Ah oui, tu l'as fait... Dans Studio, je l'ai fait dans le film à toute blinde sur l'hôpital, de son film avec Nicolas Cage. Ah oui. Et je l'ai fait plusieurs fois. Sauf, et là, c'était un moment extraordinaire, Shark Tales, l'histoire de dessin animé avec Will Smith sur les requins. Ok. Et il y a un requin pacifique. Et son taulier, c'est Scorsese, c'est la mafia. Ok. Donc, j'ai fait l'essai et j'ai vu la feuille que les Américains avaient envoyée. Ils avaient dit, alors pour Scorsese, vous prenez soit Claude Chabrol, soit Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, bah oui. C'est une très bonne idée, Ouais, ou bien c'est super pour faire mafioso. Et- Allez, mec. Ils voulaient un réal, quoi, grosso modo. Non, ils ont fait mieux que ça. Qui ils ont mis? C'est chez Disney quand on a refait les Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, ok. Ils ont envoyé un mail en disant mettez l'équipe de football de 98. Sur les 7 nains, mais ils sont 11, les mecs. Et ils en auraient pris 7 seulement. Ok. Bon, il y a des idées comme ça, on sait pas. Hein. Ouais, c'est une idée, c'est ça le terme. C'est une idée. Bien sûr, c'est une idée. En 2 lettres. Oui, c'est une idée, oui. Ah oui, c'est une idée. C'est une bonne idée. On doit souvent te parler de Maman, j'ai raté l'avion, l'un des films de Noël fétiche de pas mal de monde. Mais toi, en as-tu un souvenir particulier? C'était avec une boîte que j'aimais pas beaucoup. Ok. Mais c'était vachement sympa à faire. Bah ouais. Mais mon était très fier de moi. Mmh. Sauf que j'ai pas pu dire never. J'ai dit jamais. C'est moins marrant. Ouais. Mais et puis c'est drôle parce que j'ai fait l'autre. J'ai fait Daniel Stern en fait. J'ai pas fait. Oui. J'ai pas fait. Petit. Et c'était Melenek qui faisait Pesci. Et non, c'est puis le deuxième, je l'ai fait chez Gérard Cohen. Ouais. Et dans le deuxième, il y a Trump qui apparaît. Oui, c'est vrai. Et ils l'ont enlevé maintenant. Et ils l'ont enlevé maintenant? Ils l'ont enlevé, ouais. Parce que je me rappelle très bien de cette scène où il est dans le lobby de l'hôtel. Et il est aussi dans 2 Weeks Notice, le film avec Sandra Bullock où son patron c'est Hugh Grant et ok. elle lui présente sa démission. Je me rappelle pas de ça, ok. Et il dit je la voudrais celle-là pour mon business. Trump. Aïe. Des comédiens qui sont devenus présidents, il y en a quelques-uns maintenant. Non, lui il n'a jamais été comédien. Lui. Ouais, enfin. Il n'a jamais été président non plus, d'ailleurs, c'est ballot ce que je dis. C'est idiot. No, it's very nice. I shouldn't say that. De quel film on te parle le plus? De quel film on parle le plus? Ouais, on te parle à toi le plus. Que t'as fait. Ah, il y a eu beaucoup Casino, hein, quand même. Ah ouais, voilà. Il y a eu beaucoup Casino. pas. Non, je crois que c'est ça, ouais. Casino. Bah voilà. Moi, celui dont je suis le plus fier, c'est pas celui-là. Hein. Alors attends, j'aime bien parce que je l'aime bien comme comédien, mais. On va peut-être en parler. Parce que tu l'as cité, Paul Giamatti, que tu fais par exemple sur 2 films pas souvent, ouais. super, qui étaient The Truman Show et Sideways. Putain, ça c'est génial. 2 films qui sont des chefs-d'œuvre. Ah oui, c'est des grands films. Hein, c'est des grands films. Tu peux me parler de lui et de ses rôles? Ben lui, écoute, moi j'ai trouvé qu'on était une rencontre, mais. Oh. Et il est parti, il reviendra. Tu l'as refait depuis, je crois. Il joue énormément. C'est un collègue qui le fait, qui est très bien. Okay. Je dis pas le nom, mais il est très très bien. Okay. Truman Show, t'as des souvenirs? Truman Show, j'ai des souvenirs parce que c'est un film qui m'a justement, quand on connaît l'époque maintenant et qu'on voit ce à quoi on a droit, c'était très 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 précurseur. Ouais. C'était vraiment vachement en avance, quoi. J'y pense, mais hyper souvent. Et puis en plus, tu connais cette la loi de Murphy. Ouais.
quand il y a personne, t'es en train de marcher sur le trottoir, il y a personne sur la route, Ouais. et tu te mets à traverser la route, et il y a plein de bagnoles qui Mais bien qui sûr, arrivent de n'importe bien où, sûr. et tu te dis mais c'est pas possible. Ouais, Et ouais. à chaque fois je repense à Truman Show, quoi. Ouais. Non, Puis le mec essaye d'en réchapper. Et Mm. en fait, on se rend compte que bon. Et puis les réseaux et tout ça, Ouais, évidemment que ça ouais. résonne tellement avec l'époque. C'est énorme, c'est énorme, C'est c'est génial. énorme, c'est énorme. C'est très, très en avance. Mais c'est ce fameux metteur en scène australien qui est quand même il est balèze. Hein? C'est pas Andrew Nichols? Hein C'est pas Andrew Nichols? Non. Truman Show, je sais plus. Je retrouverai. Attends, je vais te le donner maintenant, Je attention. retrouverai parce que c'est un grand, il a fait d'autres trucs très, très intéressants. The Quand tu me diras son nom. Truman Parce que j'ai quand Show. même la maladie d'Eisenhower, vous comprenez, hein, mon âge. Attendez. Poussez-vous les pubs. C'est Miller? Non, c'est pas Miller. Non. Miller, c'est Jim The Witches Carrey of à Eastwick, côté, mais donnez-moi le notamment. réalisateur. Peter Weir. Peter Weir, voilà. Ok. Bah, il a fait Hanging Rock. Et puis, il a fait d'autres trucs. C'est un grand, grand metteur en scène. Grand metteur en scène. C'est un type très, très, très brillant. T'as cité Sideways aussi. C'était un Sideways, super c'était film charmant. sur le vin, grosso modo. Ils font un tour de la Californie. Ouais, C'était hyper sympa. Moi, je trouvais ça super sympa, ce petit road trip. ouais. C'est tout simple. Il y a 4 comédiens qui ont Attends, t'as vu les une osmose T'as vu les 4. géniale. Le mec qui fait l'abruti, on l'a fait avec Eric. Il est génial. Eric Il est génial. Eric, il a un double nom maintenant. Ersan Macarel? Non. Avec qui t'as fait ça? Non, Eric Macaron. Ah, ok. Macarel. Bah, Eric Ersan Macarel, alors. Lui, celui qui fait James Bond, celui qui fait Daniel Craig. Ah bah voilà, c'est ça. Daniel Craig, moi j'ai adapté un film dans lequel il était, qui est un de ses premiers films, où il était avec Derek Jacobi, qui est un des plus grands comédiens anglais, et il jouait l'amant de Francis Bacon, le peintre. Type qui est venu pour le voler, l'autre l'avait fait, écoute, si je te donne un tableau, tu restes avec moi. Il a passé plusieurs années avec lui et il s'est suicidé le jour du vernissage de l'Expo de Paris que j'ai vu avec mes parents. Oh. L'Expo. C'est là que j'ai découvert Bacon en 72, un truc comme ça. Je suis rentré et mes parents me portaient en sortant tellement le Bacon, t'en prends un peu plein la gueule quand même. Bah, c'est Bruegel et Bosch, mais en plus en trip d'acide qui se passe pas très très bien. Quand même. C'est beau Bacon, c'est magnifique Francis Bacon. Okay, je l'ai pas dans l'œil. Tu verras. Okay. Tu chercheras parce que c'est vraiment un peintre assez passionnant. Par contre, le matin au petit-déj, je prends des œufs avec du bacon. Oui. Tu vois. Oui. Donc je me rattrape quand même. Poivet l'a connu. Ok. Poivet l'a connu parce que sa maman était liée au monde de la peinture et il connaissait Bacon quand Bacon était à Paris. Wow. Ouais, on en a parlé avec Patrick, ouais. Il en a fait des trucs, Patrick. Oh, le Patrick, attends, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai. De tous les persos que tu as incarnés, lequel te ressemble le plus? Côté caractère, c'est le mec de Pesci dans Casino. J'ai un caractère de chien galeux. Je t'assure. C'est pas rassurant. C'est une des raisons. Non, parce que j'irais pas tuer les gens avec un stylo. Mais je suis d'une impatience rare. J'ai une femme anglaise flegmatique et des enfants extrêmement courtois et bien élevés qui me regardent comme si j'étais un singe dans une cage en train de s'agiter. Ça t'a pas calmé de la paternité? Si, quand même, mais en plus, non, parce que évidemment, la mauvaise foi, c'est mais qui m'a perdu ce truc? Qui a pris ce truc que personne n'a touché, sauf moi, mais qui ne sait pas où je l'ai mis. Je suis d'une mauvaise foi. La mauvaise foi des comédiens est quand même assez légendaire. Ouais. Alors si en plus tu rajoutes une innée ou une qui te vient. Moi j'ai un déficit de l'attention en plus. Alors tu vois, j'ai un TDAHD plus. Mais t'as toutes les qualités pour être un bon comédien. Je sais pas. Attends, alors moi je sais vraiment pas. Je sais que je suis capable de faire des trucs. Ouais. Mais pour moi, un bon comédien, ça va un poil plus loin que ça, parce que j'ai eu la chance de rencontrer un type qui n'était pas foncièrement facile, mais qui était absolument génial, qui s'appelait Donald Sutherland. Oh oui. J'ai bien connu Donald. Vache. Et là, tu dis, ah ouais, non, c'est ça, un comédien. C'est ou De Niro, tu vois, des gens comme ça. Moi, j'ai vu Donald travailler, puis je l'ai vu
progresser et m'expliquer pourquoi il faisait les choses. Alors, tu te Et saurais je me dire... l'ai vu être absolument insupportable quand il tournait 1900 parce que il jouait un fasciste et que ça lui restait collé Ah oui. pendant. Sa femme a dit un truc très joli sur Casanova. Elle a dit un mari qui joue Casanova, c'est un peu comme une chemise en soie. Les taches restent et à repasser, c'est un enfer. Il faut le laver à l'eau très, très, très douce. T'as une leçon que t'as gardée de lui? Non, je pense que les plus grandes leçons que j'ai prises, c'est en regardant les Inside the Actors Studio. Ah oui, c'est génial cette émission. Que ce soit Robin Williams ou d'autres. Robin Williams, c'est l'impro. Mais c'est surtout, ils parlent tous, et j'y ai fait beaucoup plus attention, ils parlent tous de à quel point il faut écouter. Alors nous, au doublage, c'est moins important. Faut quand même écouter la Ah bah boucle. t'as entendu. Ouais, non mais ouais. tu as écouté ce qu'ont fait les gens et tu écoutes tes camarades. Ouais. Mais tu as pas cette attitude physique de l'écoute qu'on a au théâtre ou au cinéma, si tu veux. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre, pas mal de café, un petit peu de café-théâtre, une pièce un peu charmante sur un juif pied noir et un épicier algérien qui se rendent compte qu'ils habitaient quasiment la même rue à Bab el-Oued. L'un étant parti à cause de la décolonisation et l'autre étant parti à cause des islamistes. Et tous les deux se retrouvent dans l'épicerie. La pièce était charmante. Elle a été créée par Mélenec, c'est moi qui ai repris derrière. Oh. Et là, c'est vrai qu'en effet, tu vois, quand ton pote monologue, faut pas que tu te grattes le nez, mais tu dois être là aussi parce que t'es son soutien. Ouais. C'est Pacino, je crois, qui dit acting is reacting. Ah oui, mais ça, tous les grands profs le disent. Bah, c'est son maître qui lui a dit ça. C'est Stanislavski, non? Hein? C'est pas Stanislavski, enfin en tout Non, cas, c'est la méthode. c'est la méthode Stanislavski, c'est le père. Ça y est maintenant, je t'ai dit, j'ai la maladie d'Eisenhower. Le taulier de l'acteur studio qu'on voit faire le mafioso juif dans Godfather 2, dans le Parrain 2. Ah oui, mais ça me parle tellement. Qui est un mec extraordinaire, qui est le créateur de l'acteur studio. Alors attends, je vais te le trouver. Strasberg, ah, Lee oui, voilà, Strasberg. Lee Strasberg. Ah, Oui. Et il y avait une comédienne que les comédiens à Paris appelaient méchamment pendant les cours de l'acteur studio. Ils l'appelaient Strasberg Saint-Denis. C'est pas délicat. C'était drôle, mais c'était pas délicat. Le doublage est un art discret, mais beaucoup connaissent la voix, mais pas le visage. Comment vis-tu cette forme d'anonymat? Rien à foutre. T'imagines? Tu t'en tamponnes le coquillard. T'as vu ma gueule déjà? Alors, tu vois. Non. Alors, vraiment, ça. Beaucoup de comédiens commencent le métier pour être vus, pour être reconnus. Ah oui. Moi, attention, moi, au départ, je suis chanteur de charme et comédie musicale. Donc, voilà, j'ai été vu, j'ai fait Godspell, Barnum, Superstar, le début des Misérables et je suis parti parce que Hossein me cassait les pieds. Mais oui, j'avais envie d'être vu. Mais j'avais pas un grand délire mégalo. Moi, j'avais envie de faire ce métier. Parce que je l'ai vu faire par mon père et ma mère et leurs copains, qui étaient pas les derniers de la région, faut reconnaître. Et j'y ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir. Mais je suis pas, j'ai pas ce genre d'ego, à tel point que j'ai longtemps évité les interviews comme ça, les choses, j'ai jamais postulé pour les Comic-Con et autres, j'en ai fait, mais très peu. J'en ai fait la semaine dernière, un truc avec où j'ai pas arrêté de déconner avec Surug. On était ensemble, alors ils auraient pas dû. Fallait bien. Ça, ils auraient pas dû. Non, mais c'était sympa, on s'est bien marré. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal à me prendre au sérieux, j'ai beaucoup de mal à être pris au sérieux. Alors dans ma famille, c'est même pas la peine. Même le chat me prenait pas au sérieux, je veux dire. Même les rats, quand ils passent, c'est lui, tu vois. Donc non, c'est pas. Non, j'étais pas, j'ai pas visé. Puis bon, moi, j'ai pas eu d'argent. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Quand j'ai trouvé cette manière de gagner sa vie en faisant l'artiste, j'ai fait aussi pas mal de radio. J'ai fait de la radio à culture. C'était vachement agréable parce que tu te confrontais avec des Michel Vitold, avec des comédiens absolument
monumentaux, Jacques Maucler, Yvonne Clèche, des gens comme ça, Maria Mérico, enfin c'est des grands noms de théâtre et de dramatique télévisuelle que je voyais quand j'étais môme et dont je savais, par exemple, Maucler, il a créé quand même beaucoup de pièces de Ionesco, qu'il a mises en scène lui-même avec l'accord de Ionesco. Vitold a créé notamment des pièces de Sartre et une fois il s'était engueulé avec Sartre, il dit je suis parti comme ça, je me suis retrouvé dans les sous-sols du théâtre à maugréer dans mon coin et tout d'un coup il y a Sartre qui arrive et qui fait mais je ne suis quand même pas un brigand, tu vois. Donc c'est des gens qui ont vécu des trucs extraordinaires et qui eux-mêmes ils avaient des égos mais ils n'avaient pas des égos de vedettariat, tu sais. C'était la fierté de faire des belles choses, de dire des beaux textes et de faire avancer la société vers des progrès quand même. Hein. C'est toujours des gens qui sont très très pas forcément de gauche, mais en tout cas qui veulent une culture. Jean Vilar n'était pas de gauche, mais en attendant, qu'est-ce qu'il a fait avancer la culture populaire en France, tu vois? Je crois que Jean Dastais ne l'était pas non plus, et sa tournée avec son cirque a amené un nombre de gens vers des textes avec lesquels il n'était pas forcément d'accord, mais il les faisait jouer, il les jouait. Tu vois, c'est un peu ça l'espèce de mission. Et moi, je me suis mis dans mon petit coin à la chaufferie là avec notre charbon, tu vois, parce que bon, sur le Titanic, nous on est en bas, hein, on est à la soute le doublage. Maintenant, je sais pas pourquoi, c'est à la mode. C'est un truc. Tout d'un coup, moi j'ai l'impression qu'il y a un manque de stars au cinéma et au théâtre. Ah. Malgré le talent des gens, parce que Impossible. un mec comme Laverne, tu vois, moi je me roule par terre. Hmm. Y en a comme ça toute une équipe. Moi, Michel Blanc, Junio avec sa finesse, Balasco, ce qu'elle a écrit comme metteur en scène et comme comédienne, tu vois, il y a des gens absolument fabuleux. Et puis le jeune Kénard, qui est quand même un drôle de personnage, quoi. Mais c'est pas Ventura, c'est pas Delon, Ouais. c'est pas Gabin, c'est pas Madeleine Robinson, c'est pas Girardot, quand tu vois ce qu'elle était, ce qu'elle a représenté, tu vois. Deneuve avec sa joliesse et tout ça, et puis ce qu'elle a fait, elle, dans le cinéma international, tu vois. Et maintenant, Il n'y a pas d'équivalent, non. il y a une seule Française, et les Français ne sont pas très admiratifs d'elle, c'est Binoche. Dans le monde anglo-saxon, elle est très, très, très respectée. Mon fils a été son coach, parce que son coach ne pouvait pas à ce moment-là. Donc, il a travaillé 2-3 semaines avec elle. Il m'a dit, c'est un amour absolu. Je peux bien croire, quand tu la vois, tu te dis, ouais. Ouais, elle n'a pas l'air méchante. Ouais, voilà. Mais sinon, t'as plus. Donc, en fait, les vedettes télé et le doublage, ils en parlent. Et puis, tout le monde a été marqué par les versions françaises parce que tout le monde écoutait Goldorak quand ils étaient mômes, tous les Dorothée, toi, Happy Days, les trucs comme ça, tu vois, au bout d'un moment, ça a marqué quand même plein de générations. Maintenant, c'est le contraire. Les mômes apprennent l'anglais grâce au streaming et ils mettent les sous-titres jusqu'à ce qu'ils aient plus besoin de les mettre, ce qui est très, très bien. Parce que l'enseignement de l'anglais, ouais. Ma femme a été directrice d'un centre Cambridge. Elle a fait une conférence à l'éducation nationale pour dire, vous savez qu'on est vachement en retard sur les Espagnols et les Italiens. Tu vas en Espagne et en Italie, ils parlent tous un anglais impeccable. Ouais. En France, ils utilisent... J'ai un exemple extraordinaire. Chris Bénard, qui ne parle pas anglais, dirigeait Adèle Blanc-Sec en anglais pour Besson. Ok. Et t'avais plein de mecs qui disaient je parle anglais. Et finalement, il y a, je sais pas, une douzaine de rôles qui ont été faits par Pat Florsheim et moi en changeant nos voix. Parce que les mecs, ils disent qu'ils parlent anglais, mais quand tout d'un coup, t'as la bande qui défile et que tu dois y aller en anglais. Déjà en français, c'est limite. It is simple, it is very simple. Oh, it is very easy. I can do it. Yes, and tu vois, non, ça me fait marrer, moi. Est-ce qu'il y a une sorte de dichotomie entre l'idée que tu te faisais du métier quand tu le voyais faire par tes parents et celle que tu as vraiment vécue, que tu vis toujours? Alors mes parents, non seulement mes parents m'ont poussé à la modestie, mais mon père m'a balancé un aller-retour devant tout le monde à l'Olympia parce que j'ai été soupçonné d'avoir été impoli envers un machinot, ce qui n'est pas vrai. Et ça, j'ai réglé avec lui quelques années après, quand on a fait Jésus-Christ Superstar à l'Olympia. Loulou, qui était un amour de mec.
Il tenait le rideau, j'ai fait une connerie, j'ai remué ma veste comme ça, il a cru que je montrais mon cul. Mon père m'a chopé, il y avait Macias et Françoise Hardy qui étaient absolument éberlués. Là, ça veut dire, tu te la pètes pas, pépère. Tu te la pètes pas, t'es pas là pour ça. T'es là pour, à la limite, bien faire ton métier, pas faire chier, ce qui, pour moi, est très, très difficile, mais t'es pas là pour te la péter, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Parce que, en plus, j'ai vu les plus grands. J'ai croisé un jour Paul Anka chez Aznavour. J'ai vu Aznavour. Aznavour, tu parlais avec lui comme on parle tous les deux là, tutoiement et tout. Je le connais depuis comme ça, tu vois. Puis tu vas dans la salle, tu regardes et c'était Charles et là c'est Aznavour. Ah. Brassens, c'était pareil. Georges, Brassens. Même mon père. C'est pas le même gars que mon père que j'ai laissé pour aller voir le spectacle dans la salle. Ils avaient quoi de différent? C'est La présence. La présence, la rampe, les gens, le public qui donne cette ovation. Ça, je parle de gens connus qui tu vois. Et puis, mais même je le vois avec mes amis quand ils font du théâtre. Bon, on se voit tout à l'heure. Puis tu vas dans la salle et tout d'un coup, c'est le nom de famille de ton camarade. Je dis le nom de famille pour donner une image, mais c'est une aura différente. Ils sont pénétrés de leur rôle, ils sont pénétrés de ce qu'ils ont à faire. Ils ont le trac, ils donnent une énergie. Et moi, je suis passif. Je suis sur un siège et je les regarde. Et ça me bouleverse toujours. Ça continue à m'épater. J'ai le trac, moi, quand je vais au théâtre comme spectateur. Oh, J'ai le trac. J'ai c'est pas le trac au intéressant. cinéma, mais j'ai le trac comme spectateur. Je crois que t'es la première personne qui me dit j'ai le trac quand je vais voir des Mais copains ouais, jouer. parce que, tu vois, je sais qu'ils se mettent, ils sont là, c'est des ours sur des ballons, hein. T'as le trac par procuration. J'ai le trac par procuration, j'ai le trac en tant que, tu vois. Quelle émotion te touche le plus quand tu doubles une scène intense? Oh, c'est c'est la peine quand quelqu'un vit une peine effroyable, quand tu vois des gens assassinés devant quelqu'un, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui lui meurt dans les bras, quand tu vois mourir certaines personnes. C'est étonnant d'ailleurs. C'est j'ai lu quand j'étais en vacances en Crète avec ma créature en 84. J'ai lu la vie de Monsieur de Molière de Bulgakov, le gars qui a écrit Le Maître et Marguerite, qui est un écrivain qui a été protégé par Staline alors qu'il était vraiment pas du tout un homme de pouvoir. Et en lisant au bord de l'eau sous un parasol, en lisant la scène de la mort de Molière, et je savais qu'il était mort, Molière, hein. Je n'avais pas besoin qu'on me tape sur la tronche. J'ai sangloté. C'est-à-dire que tu rentres tout d'un coup dans quelque chose, et ça, c'était une lecture, mais tu vois quelqu'un vivre quelque chose. J'ai, par exemple, ça a été très difficile et très violent. C'est la scène dans Casino où les mecs, lui et son frère, sont enterrés vivants. Et ils sont d'abord laminés à coups de batte de baseball, et ensuite ils prennent du sable plein la gueule, et tu sais qu'ils ont été enterrés vivants. Tu me diras, il y a des raisons pour qu'on les enterre vivants, mais n'empêche, c'était, tu vois. Tu t'es déjà retrouvé face à un mur devant une boucle? Genre tellement pris aux tripes que tu peux pas. Alors, c'est pas tellement pris au trip, je vais te dire, il m'est arrivé un truc très très joli, au contraire assez charmant. J'étais avec Serge Lorca et André Valmy qui faisaient Jack Lemmon et Walter Matthau. Dans celui avec, je crois que c'est je faisais le fils, dans celui avec Sophia Loren. Et je me suis pas retrouvé dans un mur, j'ai regardé le film. C'était au Parce cinéma, comme on dit. qu'ils étaient tellement exceptionnels. Ils étaient d'une telle justesse. Ils étaient au poil, vocalement, dans l'esprit, dans le rythme, dans tout, dans le côté entre les deux mecs et tout. Et d'un coup, j'ai un coup d'épaule comme ça. C'est André ou Serge? Ah merde, Ah, c'est à moi. pardon. Voilà. Mais le mur, non, j'ai pas eu le mur parce que j'ai toujours eu du bol à peu de choses près. J'ai toujours été dirigé par des gens qui, quand je me trompais, quand je ne savais pas,
me donnait même José Lucioni disait ah, tu fais chier parce que ce rôle c'était pour moi mais comme je suis riche c'est toi qui vas le faire. Tiens. Il a fait ça à d'autres, il a fait ça à Vigné aussi pour les mêmes raisons. Et c'est un pote, alors bon, c'est très bien, tu vois. Et par exemple, Yves-Marie aussi expliquait beaucoup, mais c'est pas foncièrement désagréable. Parce qu'il voit aussi que des fois, tu pédales, toi, ou tu crois que ou t'en fais. Parce que tu peux aussi, par bravade, et pour te dire ça va passer, ah, ça va. Ouais. Bah non, gars, vas-y pas là. Tu vois, ils sont à 50 cm, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais t'es prêt à tout pour sauver les meubles. En plus, on a le facteur temps dont tu parlais tout à l'heure. Mm-hmm. Comme Jérôme Powell, c'est Laurence Crouzet que j'ai reçu. Tu fais aussi de l'adaptation. Ah oui, j'en fais beaucoup. C'est quoi une bonne adapte pour toi? C'est assez difficile parce que je suis très critique des camarades. J'écris plus depuis quelques années parce qu'il y a certaines boîtes qui m'ont cassé les couilles avec des processus de sécurité, de machin, d'électronique, de trucs. Hein. Et quelques remarques désagréables. Très bien. Sur tes textes Ouais. Ok. J'en ai fait des pas mal. Hein. J'ai quand même fait un Monty Python que j'ai dirigé. J'ai fait La vie de Brian. Et j'ai joué la mère en plus. Pas mal. Ouais, ça va. Je suis pas inquiet de ce que je sais faire. J'ai fait aussi le magnifique Walk the Line sur Johnny Cash. Ah oui. Enfin, j'ai eu des beaux trucs. Hein. J'ai eu des beaux trucs. Puis j'ai fait des Borat aussi. J'ai fait du Borat. J'ai fait des trucs comme ça, tu vois. Donc ça va, je crains pas. Puis j'ai fait, je sais pas combien de dizaines de Looney Tunes, dont Gérard Surig était très très flatteur à mon égard en disant putain c'est les meilleurs. Alors pourquoi tu te laisses abattre pour une ou deux réactions? Parce que je n'avais pas envie de lutter. Okay. Bon. Et je vais peut-être essayer de me relancer, de me remettre sur le marché, mais un petit coup de fatigue quoi. Une bonne adapte c'est très délicat parce que l'anglais par exemple l'anglais est quelque chose d'assez percutant. Bref, seek help. Va te faire soigner. Ah, compliqué. Et pourtant, il y a ça, et le fait qu'il y a des personnes qui allègent la vulgarité. Oh, tu es un sacripant. Non. Si le mec a dit motherfucker en général, c'est autre chose. Et au contraire, quelqu'un qui dit oh no, you're not nice. T'es un gros enculé. Non, ça va pas. Donc, généralement, j'essaye de trouver parce que vraiment, je comprends l'anglais. J'ai ce défaut-là, je les emmerde tous parce que j'ai aussi le défaut, je m'en corrige maintenant depuis quelques années, enfin je m'en suis corrigé, de faire des anglicismes. Ah oui. Je parle anglais à la maison tout le temps, tu vois. J'ai la téloche en anglais, donc tout d'un coup je fais, tu vois. Je crois que c'est un défaut de toute la population française en ce moment, hein, depuis, oui, depuis Netflix et depuis... il est juste magnifique. Voilà, bien sûr. Ça, c'est un truc, tu vois, d'où vous le ressortez parce que les auteurs... Ou les spéciales en spécial, il y en a beaucoup. Ou votre honneur quand c'est Monsieur le Président. Votre honneur quand c'est Monsieur... Dans un procès. C'est le président du jury, tu vois. Alors, on peut dire votre honneur parce qu'on sait qu'on est là-bas aussi, les grades. Commander, Sergeant, Major, this, that. Tu vois, un major chez nous et un major, tu vois, c'est compliqué. Non, il y a pas mal de complications. Il y a pas mal de complications. Là où je suis chapeau bas, tiens, hop, comme ça, je vais en enlever un. Voilà. Oui. Là, c'est les gens qui ont adapté ER. Oui, Urgence. Les mecs. Alors... William me disait, parce qu'il a bossé dessus, il disait non, c'était vraiment pointu. Les gens qui ont adapté et les gens qui ont joué aussi, parce qu'il fallait les débiter, les noms de médicaments, les noms de maladies. Ils ont vraiment assuré. Tout le monde a bien bossé. Ils ont vraiment bien assuré. Ça, c'est impressionnant. C'est... Non, il y a des gens, puis alors bon, on avait les fameux Duterre. Je sais, moi, que Patrick Florsheim a mis sa propre sauce sur Good Morning Vietnam, parce qu'il était bilingue. Lui aussi, il a fait de l'adapt, comme moi. Et puis, il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans aux États-Unis, comme Mike Marshall et tout ça. Tu vois, c'est des mecs, on parle ils étaient même encore plus bilingues que moi. Et il a mis sa sauce parce qu'il a écouté ce que disait machin. Robin Williams. Les références.
Ah ouais. Non, le plus difficile dans l'adaptation, pour moi, ça a été... Un des plus difficiles, ça a été une série qui s'appelait Alexis Sale, qui n'est pas connue. C'est un type Liverpool communiste d'origine juive russe, Ok. très exagéré. On le voit dans certains films faire des rôles, notamment dans The Young Ones, la série idiote, où il faisait le propriétaire. Et c'est un type qui était très revendicatif politiquement et qui tirait des bourres à tout le monde, mais dans la société anglaise. Ok. Donc, quand il disait, à part le prince Philippe, tu vois, mais quand il disait un tel, moi je connais, mais je suis obligé de prendre une référence Bien sûr. méchamment sur un gay, j'ai dit Elton John, sur un taré aristocrate, j'ai dit le prince Andrew, enfin tu vois, les trucs, j'étais pas loin de la vérité. Mais tu vois, parfois c'est délicat, Faut ouais. trouver des équivalences Les connues, équivalences. ouais. Mm. Les équivalences, c'est comme Culturelles. si quand nous on dit Pierre Bellemare, le mec en Angleterre, s'il adapte, il dit qui? Tu vois? Bien sûr. Moi, je connais. C'est un mec qui s'appelle Dickinson en Angleterre. Tu vois? Mais il faut savoir. Ouais. Alors là, culturellement, l'adaptation, c'est une discipline amusante, difficile. Et en plus, j'ai un peu crevé un pneu et j'ai dérapé à une certaine époque parce que une certaine maison qui représente un rongeur à grandes oreilles, je ne dis pas le nom, Non. me filait 4 séries de front à écrire. Ouais. Et comment tu fais? Ah, trop, tu veux dire? Voilà. Et donc, au bout d'un moment, tu écris moins bien, tu écris vite. Ah oui. Et tu leur dis, et ils Ils disent, pouvaient oui, pas mais on a étaler les un dates. peu. Bah, tu dis, écoutez, prenez d'autres auteurs. Ouais, voilà. Moi, j'ai pas honte de gagner ma vie, mais je veux pas gagner des fortunes et je veux pas devenir fou. Et tout d'un coup, je suis passé de le mec qui écrit 4 tout séries à à rien. rien. Ouais. Casse-toi, tu pues. Ouais. Bon, oh, d'accord. Cette fameuse fine équipe. Oui, oui. Écoute. Le doublage, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Non, ça va pas changer en France. C'est ça qui est bien, c'est que la France, moi en plus, j'ai connu le doublage en anglais, parce que ma mère faisait du doublage en anglais. Et j'ai commencé en anglais sur les films russes. Et Jacqueline Porel m'a vu, elle m'a fait rentrer sur des films français. Et donc, quand ma mère est arrivée au doublage, elle a doublé Bardot, Girardot, Deneuve, toutes les stars. Avec Porel, toute la bande comme ça, elles étaient, avec Jacqueline Porel. Et il y avait déjà la rythmo. Ouais. C'était plus le texte appris avec la barre qui passait comme ça des années 40 et autres. Tu vois. Et la qualité de jeu, parce que je me souviens, j'ai bossé 1 ou 2 fois, j'ai bossé avant de bosser un peu régulièrement, de bosser en anglais, j'ai bossé sur Fame, sur des trucs comme ça, tu vois, sur le film Fame. Ambiance, hein. Il y avait Poivet, moi je ne les connaissais pas à l'époque. Il y avait le frère de Maïk, qui était un mec charmant. Et déjà, ça travaillait formidable parce que tu avais déjà tous les Dominique Collignon-Morin, tu avais déjà, puis j'ai vu après en arrivant aussi, quand j'arrivais comme ça, j'ai vu un jour Dominique et José faire 2 mecs qui étaient videurs d'une boîte et qui parlaient. C'était absolument, c'était sublime, quoi. C'était vraiment, c'est un plaisir à voir comme ça. Tu vois. J'avais essayé pour le rôle, parce que je sais plus qui, c'est le père. J'ai bossé pour lui après, d'ailleurs, le père Villemets, qui m'a fait essayer, tu vois. Puis après, j'ai vu ce qu'eux faisaient. J'ai bossé avec Villemets, j'ai fait des trucs intéressants aussi avec lui, j'ai écrit. Il m'a fait un truc extraordinaire, Villemets. Un jour, je traduis exactement la vanne d'un mec. Je ne sais pas si même dans une autre espèce animale, je t'aimerais, tu vois, un truc comme ça, dit la fille. Et donc, je mets la chose en français. Et il me dit, change. Je dis, non, parce que c'est ce qu'il a dit en anglais. Oui, mais en anglais, ça me fait pas rire. Ce qu'il a quand même expliqué à Andrzej Wajda, quand même, qui ne comprenait pas son film. Michel Bardinet a dit à Villemets, je t'interdis de me téléphoner. Fâché, il peut rentrer chez lui. Et il y a Jacques qui fait, j'appelle qui je veux. Villemets, il était génial. C'était le fils de Villemets, le compositeur des comédies musicales, des opérettes de Guitry. Et sa sœur était
j'ai oublié son prénom, mais Wilmetz, qui faisait des illustrations sonores. Parce que quand tu regardais un match de foot dans les années 50, tu avais de la musique ou du jazz ou des machins, tu vois. Yeah. Betty Wilmetz, grande illustratrice sonore de la télévision, à l'époque où il y avait de l'illustration sonore. Waouh. Ah, il y a eu un monde, alors évidemment, pour vous, c'est drôle et c'est fascinant. l'Antiquité. Ouais, mais c'est il n'y a pas longtemps. Hein. Non, le doublage est resté bien. Je trouve, j'ai un petit souci avec des gens qui font de la voix. Et notamment, tu l'entends beaucoup sur les films annonces, parce que les gens veulent mettre de l'énergie et il fait « Où vas-tu ?» Ah non, où vas-tu? Surtout quand tu écoutes l'anglais. Si tu prends le truc anglais, « Where are you going ?» Comment tu vois? Oh, tu pèteras un autre jour, tu respireras plus tard, tu vois. Et c'est vrai que tous les Lax Hernandez, Carrel. Alors Carrel, la carrière de Carrel au théâtre, mon vieux, c'est ça, tu comprends. C'est que ces gars-là, ils en avaient sous la semelle de ce qu'ils avaient fait. Michel Roux aussi, Michel Roux le divin. Michel Roux, c'était, hors être surnommé le marrant glacé, c'était quand même un comédien de théâtre exceptionnel. Et là, ils sont un peu privés de ça, hein, on peut pas leur reprocher. Un comédien qui veut vivre actuellement de son métier, ça sera quand même beaucoup plus le doublage que le théâtre, parce qu'en plus, le théâtre, c'est des pièces de 2, 3, 4 personnes au max. Ouais. Donc, non, il n'y a plus une thune dans le théâtre. Hein. Et puis, le concours du conservatoire, c'est un tunnel, c'est un entonnoir. Le français lui-même, les grandes troupes, à part le français, il n'y a plus l'Odéon, il n'y a plus machin, il y a plus Barreau, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Donc, les comédiens, ils viennent et puis ils font. En plus, on fait croire à des gens qu'on va leur apprendre le doublage. Non. En plus, je suis très, très, très ulcéré par ce. Les doubleurs, on dit, non, c'est pas des doubleurs, les doubleurs, c'est les patrons. Alors, tu peux nous expliquer. C'est les tauliers. Le doubleur, c'est le taulier, c'est le patron qui tient une boîte dans laquelle des responsables de production diverses, selon les clients ou selon le nombre de business, appellent des directeurs artistiques qui eux-mêmes appellent des acteurs. Mais tu vois, c'est... Et le taulier, le doubleur, c'est le mec chez qui je frappe en disant « Hé, le chèque là-haut !» On n'a plus ce problème-là, on l'a eu. On l'a eu, mais gravement. Pourquoi est-ce que ça s'est répandu comme une traînée de poudre, ce terme de doubleur? Parce que c'est plus pratique, parce que comédien de doublage... déjà, comédien, en France, ça n'existe pas. C'est acteur, ce qui est idiot. Acteur, c'est une nature. Comédien, c'est un apprentissage. Lino te disait, je suis un acteur. Et pourtant, il avait les vertus d'un comédien. Mais il était modeste. Le père Gabin, le plus grand acteur de cinéma, c'est aussi un comédien de théâtre formidable. Et un chanteur. Gabin chantait? Ouais. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, tout est nouveau. Puis il a refait la chanson Je sais, dans les années 70. Il chantait bien. Il a été dans les revues de Mistinguett quand il était jeune. Wow. Il vient de la variété, le père Gabin. Il m'a pas dit, tu vois. Il m'en a caché les choses. Ah, il était caché. Alors moi, je l'ai vu, j'ai fait une frime sur le drapeau noir flotte sur la marmite. Il y avait Lumon dedans, d'ailleurs. Et on n'osait pas l'approcher, pépère. Ah ouais. Mais il connaissait bien mon père. Alors j'ai passé une nuit, on était avec Carmet. C'est Carmet qui m'avait eu la frime. Jean? Et qui était un amour de mec, très drôle. Et André Pousse m'a eu à la bonne parce que comme il avait été avec Piaf, un peu à une époque où les compagnons travaillaient, où la connaissaient, etc., j'ai eu droit à André Pousse me racontant sa vie de cycliste, les machins et tout. C'était la mère Piaf, c'était intéressant. Piaf, tu l'as pas connue, elle, si? Non, je suis allé la voir. Ma mère ne m'a pas amené parce qu'elle était camée jusqu'aux yeux, parce qu'elle avait fait promesse de s'arrêter après l'Olympia, parce qu'elle était capable de se schnouffer jusqu'aux yeux et puis de s'arrêter le lendemain. Et enfin, c'est usé quand même parce qu'elle est morte jeune.
mais je l'ai vu exactement à la place où est la caméra dans la môme. Et quand j'ai vu la môme, ça m'a... Ah ouais. Tu vois, parce que je sais quand même ce qu'elle représente pour nous, quoi. Je veux dire, je serais pas là. Il y en a qui seraient contents d'ailleurs, mais enfin, moi, je serais pas là. Parce que je lui dois une fière chandelle. Il y a un mec d'ici Paris, quand je suis passé en première partie de Brassens, qui devait faire un article. C'était la seule promo que m'avait trouvé la fille de la promo. Merci, bravo. Et le mec me dit, mais parce que, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait pipi sur ses genoux? Je l'ai jamais rencontré. Mais je dis non, parce que je l'ai jamais rencontré. Et le mec écrit, il a fait pipi sur les genoux de Piaf. Ils avaient envie de le dire. Ah, j'ai croisé dans la rue, le mec, il est passé de l'autre côté quand même. Ah, t'as vu comment je suis gaulé en plus, tu vois. Mais j'ai eu l'œil là. Oui, mais Joe Pesci. Ouais, mais non, non, ouais. moi, je suis physiquement lâche, moi. Je me suis jamais battu, non, très peu. Mais t'es arrivé une fois, tiens, alors, notre chorégraphe de W, le fameux spectacle lamentable dont nous parlions, Steve Curry était la photo de Hair, tu vois, avec les cheveux comme ça, avec l'aura défoncé d'acide et tout. Mais comme ça, tu vois, avec son chien, sa nana. Il t'avait fait une crasse? Hein? Il t'avait fait une crasse? Non, pas lui. Ah. On était ensemble avec sa nana et il avait un cador, c'est un labrador quand même, tu vois. Oui, mais c'est gentil, des crèmes. Et on était devant la coupole et je vois deux mecs en train de latter un mec d'une 50aine d'années. Il avait dû les arnaquer, mais ils y allaient quand même. Et moi, j'avance et je fais, ça va pas, j'ai pas le temps de dire pas, le mec, il s'est même pas retourné. Là, dans la gueule. Boum! Comme ça. Il me fait, t'en veux encore? Je dis, et là, je vois mon pote américain, à 200 mètres. Police, police, police! J'ai dit, non, finissez-le, il est à vous. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ces cas-là, tu vois? Bah. Ah ouais, non, c'est... N'est pas Musclor qui veut? Non, je suis plutôt... je suis Musclor Cronenbourg. Je bois pas, si tu veux, mais il y a quand même là... C'est bien, je suis cadré comme ça, j'espère. Parfait, voilà. Bon, tu peux boire autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Ça va, ok. Tu seras toujours le bienvenu. Ouais. Allez, on va se faire une petite conclusion là-dessus. Quelle leçon de la vie tu penses avoir appris un peu trop tardivement? On n'est jamais assez gentil. On n'est jamais assez gentil. On n'est jamais assez patient. Et beaucoup de gens, bon, je citerai pas Trump ou Orban ou Zemmour. Je vais être politique, non. Ou on ferait. Beaucoup de gens ont des excuses. Beaucoup de gens ont des excuses. Moi, j'ai utilisé mes excuses, donc je sais qu'on en a. On n'est pas obligé de s'en servir, mais on a des excuses. Et c'est là que la gentillesse et la patience peuvent permettre de temporiser, de pas marcher sur les gens, de pas les envoyer chier. Pourquoi c'est important de pas les envoyer chier quand certains le mériteraient? Non, s'ils se comportent comme des merdes, oui. Non, je parle des fois, on est impatient. Exemple, moi, je suis très très impatient, colérique, donc ça te rend injuste. Alors après, bon, moi j'ai assez de pas de recul, mais j'ai assez de cette modestie-là de m'excuser d'avoir été incorrect ou injuste. Mais c'est important, c'est très très important. Je vois des gens, j'ai même vu des mecs au doublage comme ça. Ah mais c'est parce qu'il était là. Non, attends, je respirais à côté, laisse tomber, tu vois. Tu t'es planté, mais le mets pas sur un autre. Tu sais que c'est en voie de disparition, les excuses? Quoi, chez moi? Non. Chez les gens? Dans le monde entier. De reconnaître ses torts. Ah, c'est actuellement, de toute façon, on vit une période... J'ai remis sur mon Facebook 2 + 2 = 5 de George Orwell. Non, voilà, il y a encore des traces, il y a encore des gens qui... mais la décence se perd, et les extrêmes veulent tout englober. C'est redoutable. Et c'est normal parce qu'on est... Hermann Hesse a appelé ça l'ère des pages de divertissement. Dans un bouquin génial qui s'appelle Le jeu des perles de verre. J'aime beaucoup Hermann Hesse. J'ai beaucoup lu de Hermann Hesse il y a une 40aine, 50aine d'années.
Je le mettrai en bas dans les notes. L'ère des pages de divertissement, c'est un moment où tout le monde donne son avis sur n'importe quoi. Commencez par moi. On va diffuser quelque chose où tu as un imbécile qui donne son avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, mon avis? Quelle est l'importance de mon avis? Et je me souviens, il dit, un boxeur donne son avis sur la politique. Je me souviens quand Montand donnait son avis sur la politique. Montand, il a été con quand il était coco et il a été con quand il était anti-coco. Et il était magnifique, il avait beaucoup de talent, il avait charisme fou, etc. Tu vois. À l'époque, il était avec cette malheureuse Marie-France Garot et son chignon, et donc il s'est senti obligé d'être un grand vecteur. Bon, sur ces bonnes paroles, merci Michel. Je t'en prie, c'est moi. Allez, salut l'artiste.